Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur Emmanuel Macron, l'affabulateur auto-satisfait du 14 juillet. Aujourd'hui, nous allons parler de cet entretien de Macron avec deux adorateurs du pouvoir en place. Il nous a fait une performance d'acteur tellement impressionnante qu'il s'est donné lui-même l'Oscar du plus grand affabulateur. Vous allez voir que des mensonges, en veux-tu, en voilà. T'en veux, il va t'en mettre 2 tonnes dans chaque phrase. Je vous invite également à partager cette vidéo un max sur les réseaux sociaux car la censure me guette de plus en plus chaque jour. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee et ma cagnotte Paypal afin de rester indépendant. Une dernière chose, venez nous rejoindre sur la page Facebook de la chaîne, je vais faire une annonce très importante dans les prochains jours. J'attends une réponse qui ne saurait tarder. Alors rejoignez-nous. Allez Jean Michmuche, envoie-nous ta première question. On a vu des slogans, on a entendu des manifestants, on a entendu des Français exprimer à votre endroit de l'hostilité et parfois de la détestation. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Oui, je peux le comprendre. Ça va au-delà de l'opposition politique, c'est ça que je voulais vous dire. Je peux le comprendre parce que d'abord nous sommes dans un pays qui a cela dans son histoire, dans ses tripes. Ouais bon là je suis pas sûr qu'il y avait une détestation aussi forte pour aucun autre président auparavant. Là il a mis la barre très très haut, genre très haut. C'est genre je la vois même plus la barre, t'as vu la barre toi? Le seul dirigeant peut-être autant détesté par le peuple français fut Louis XVI avec sa femme Marie-Antoinette. Et bon c'est vrai qu'ils se sont fait guillotiner. Alors bien évidemment je lui souhaite pas ça à Macron et à sa Brigitte car de toute façon c'est interdit. Mais je pense que beaucoup de monde malgré ça s'affiche avec des guillotines dans la rue et le symbole est très fort quand même. Il exprime une haine intense qu'on peut observer aussi clairement sans jumelles sur les réseaux sociaux. Et sans doute laisser paraître quelque chose que je ne crois pas être profondément, mais que les gens se sont mis à détester. Ce président qui voudrait tout réformer pour que ce ne soit que les meilleurs qui puissent réussir, que notre pays finalement s'adapte à la mondialisation. Ça n'est pas mon projet. Mais le jeu, des maladresses parfois, des phrases sorties de leur contexte d'autrefois, de l'opposition, de la vie politique, a fait que cette détestation a pu être alimentée. Voilà donc encore le Macron qui se remet pas en question, c'est pas de sa faute, c'est le peuple qui comprend pas son projet, c'est le peuple qui a sorti des phrases de son contexte, c'est le peuple qui ne comprend pas que pour l'instant ils doivent se serrer la ceinture, mais que très bientôt, dans un avenir très proche, quand le soleil se lèvera 3 fois dans la même journée et que tout le monde pensera printemps, alors les oiseaux forniqueront dans les rosées matinales, le bourdon bourdonnera à la bourdonne pour accoucher de plein de petits bourdonneaux et le nouveau monde apparaîtra, où on pourra tous desserrer les ceintures pour faire tomber le pantalon, s'accroupir à 4 pattes et sentir encore plus profondément le Macron. Je crois que la haine n'est pas acceptable en démocratie. On peut critiquer, moi je suis pour le débat, notre pays est une grande démocratie, mais la démocratie a cela que parce qu'il y a des élections libres, parce qu'il y a une liberté d'expression. Bon alors là ce passage il fait 14 secondes et c'est incroyable toutes les inepties qu'on peut dire en 14 secondes. Alors reprenons depuis le début. Il dit je crois que la haine ce n'est pas acceptable en démocratie. Alors oui je suis d'accord mais du coup on fait quoi de Macron et de ses sbires? On les envoie rapidement en prison en attendant leur procès. Après il dit que notre pays est une grande démocratie et là encore bien évidemment c'est un mensonge. Et il le sait très bien, tout est décidé à Bruxelles par des technocrates qui n'ont jamais été élus. Alors s'il le sait pas ce serait bien qu'il prenne le temps de lire les traités européens. Normalement il sait lire, son institutrice la mariée. Et enfin, il nous dit que l'expression est libre parce qu'il y a une liberté d'expression. Alors, je vous rappelle que notre beau pays, la France, est descendu sous son règne à la 34e place des pays avec la plus grande liberté d'expression. C'est genre, on va bientôt rejoindre la Corée du Nord. Dans les pays avant nous, t'as l'Afrique du Sud, le Ghana, le Cap-Vert, la Namibie, par exemple, qui ont une plus grande liberté d'expression qu'en France. Et pour lui, tout va bien. Liberté d'expression, one again, wow, champagne! C'est pas Macron démission. C'était ce qui est dans le jeu démocratique, c'est arrivé à vos prédécesseurs, c'est mort à Macron avec votre effigie au bout d'une pique. Ça relève de ce que je disais à l'instant, qui ne me semble pas, pour le coup, être dans le champ du registre démocratique. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays ? Bah, je crois qu'en fait les gens ils ont vraiment une haine de toi comme t'as la haine des gueux, c'est juste la réponse des moutons au berger. Ils voient clairement que t'es le président des riches, tu leur fais des cadeaux à outrance, tu creuses les inégalités, tu crées du racisme, les gens ont faim, ne peuvent plus sortir car tout est très cher avec un SMIC. Alors bon voilà le gars il sait pas, il est dans son monde à lui, les milliardaires, bon quelques millionnaires aussi, mais uniquement ceux au-dessus de 100 millions d'euros. Genre BHL c'est juste limite mais accepté. Faut juste qu'il fasse gaffe à pas perdre de poids sur la balance du pognon. T'as combien toi? 102 millions d'euros? Dis donc faut faire gaffe, là t'es en train de devenir un gueux. Faut te reprendre en main, mon gars. Alors Macron, du coup, bah, il donne du pognon à BHL pour financer ses documentaires que personne ne va voir ou ses pièces de théâtre que personne ne va voir non plus. Le pognon de l'État, donc de nos impôts, BHL le voit très bien, très bien. Ouah, du pognon. Oula, je commence à partir en sucette. Alors reprenons nos esprits. Observons la tête de vainqueur de Macron maintenant. Vous disiez, je serai le président qui va réconcilier les Français, qui va en finir avec les passions tristes, avec le ressentiment,
avec l'esprit de défaite. 3 ans après, les Français sont divisés peut-être plus que jamais. Pourquoi vous n'y êtes pas parvenu? Écoutez, vous avez raison d'abord. Je n'y suis pas parvenu. Est-ce que ça veut dire que je vais arrêter de me battre, d'essayer de convaincre, de porter un tel projet? Non. Et oui, donc il va bien se battre et il le dit avec le sourire, tranquillou. Je me suis planté pour réunir les Français, mais je vais continuer à me battre plus fort. Donc il a acheté des stocks de LBD, des lacrymos par container, demandé des renforts à la BAC afin de se faire mieux écouter. Il est pour un débat social-démocratique. Au doux son des bottes et des matraques, il aime écouter les paroles des gilets jaunes. Surtout quand ceux-ci sont derrière des barreaux. Nous avons vécu, au fond, des crises économiques à répétition et le chômage de masse qui affaiblit des familles, fait douter. La crise d'un modèle méritocratique républicain, qui est pour moi presque le plus important de nos problèmes au fond. Nous avons vécu une crise sociale sans précédent avec les Gilets jaunes, qui a été la colère d'une partie du peuple français, qui pour la plupart du temps travaillait en vivant mal et s'est dit ce monde n'est pas fait pour nous. Mais il comprend vraiment rien le gars, c'est encore la faute des gens du peuple qui se disent « Ah bah non, ce monde n'est pas fait pour nous, on n'aime pas trop le décor ». Sérieusement, il est à 10 km de la plaque, le général de la terreur. Les gilets jaunes sont dans la rue car tout augmente, sauf les salaires. Les gilets jaunes sont dans la rue parce qu'ils n'arrivent plus à bouffer correctement. Les gilets jaunes sont dans la rue car l'État, donc toi, président, favorise toujours les mêmes riches. Les gilets jaunes sont dans la rue car ils veulent le Frexit, le RIC, la sortie de l'euro. Les jaunes sont dans la rue car ils veulent le retour de la démocratie et une justice totalement indépendante pour que tous les traîtres politiques soient jugés et emprisonnés. Mais j'ai donné le sentiment à nos concitoyens qu'au fond, je réformais pour eux ou malgré eux, comme pour adapter le pays à quelque chose qu'ils n'aimaient pas tellement et dont on n'était pas sûr de la destination, mais qui n'était pas juste. Ouais, t'as franchement vraiment donné cette impression qui était en fait pas qu'une impression, c'était juste la réalité. En fait, le peuple crève la dalle, les classes moyennes s'effondrent, et donc d'un côté, bah t'as les riches, et de l'autre, bah t'as ceux que tu méprises, les gueux, les sans-dents, les Gaulois réfractaires, ceux que tu tabasses dans les rues avec tes milices privées en double aveugle. Genre les violences policières, bah non, je les vois pas. Les enfants mutilés qui ont reçu des tirs de LBD, bah non, je les vois pas. Les mains arrachées, bah non, je les vois pas. Zineb Redouane, la petite mamie de 80 ans qui est décédée au 4e étage de son immeuble suite à 2 lacrymos lancés dans sa direction, bah non, je la vois pas. Bah nous, on veut pas un président aveugle, on veut un président qui voit son peuple, on veut un président qui travaille pour l'intérêt général, pas un gars qui bosse pour des intérêts privés. Ça te parle, Macron? Alors attention, grand moment d'amour en direct live sur la télévision française. Vous dites une nouvelle équipe, un nouveau chemin, mais finalement quand on regarde, vous avez remplacé un haut fonctionnaire de droite, énarque, par un haut fonctionnaire de droite, énarque, à peu près du même âge. Franchement, où est la différence entre mis à part l'accent du Sud-Ouest, si vous me permettez, où est la différence? En quoi Jean Castex incarne-t-il mieux votre nouveau chemin qu'Édouard Philippe? Là, on a l'impression que c'est une scène d'amour, gloire et beauté. Brandon rencontre Brenda. Oh mon Brandon, que tu es joli, que tu es tout beau sur ton arbre perché. Si ton ramage se rapporte bien à ton compte en banque, tu es le phénix des pires des Rothschild. Oh Brenda, que ta parole est jouissive et que tes mots excitent mon grand totem. Oh souris-moi encore comme une soumise et emmène-moi sur la route du plaisir. T'inquiète pas, ma mère n'est pas là. Oh oui Brenda, encore quelques mots. Fais-moi encore le papillon avec les paupières. Oh Brenda, 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 j'ai tout lâché, quelle journée! Sans transition aucune, passons à Darmanin, le nouveau ministre de l'Intérieur accusé de viol. Sous votre contrôle, cette affaire a déjà a fait l'objet de plusieurs enquêtes à plusieurs reprises et à chaque fois, ou était classée ou a donné lieu à une absence de suite. Oui, mais là, il y a les deux plus grandes juridictions. Pour des raisons de forme qui revient. La Cour de cassation et il la Cour d'appel. Pas. Non mais je dis juste quels sont les faits. Oui. Il ne m'appartient pas d'en juger. Je sais des choses très simples. Là, on a bien vu comment Macron essaie de mettre en évidence le non-lieu des 2 premiers procès et quand Salamé commence à faire son travail de journaliste en mentionnant que maintenant ce sont les 2 plus hautes juridictions qui ont demandé la réouverture de l'enquête sur de nouveaux éléments comme des SMS très équivoques entre la plaignante et Darmanin. D'un seul coup, Macron balaye les arguments sans même y répondre et observer son mouvement des bras. C'est genre il se met à nager en mode brasse pour sortir la tête de l'eau. Il ne m'appartient pas. Non mais je dis juste quels sont les faits. Oui. Il ne m'appartient pas d'en juger. Il ne m'appartient pas. Non mais je dis juste quels sont les faits. Oui. Il ne m'appartient pas d'en juger. Et il continue dans des éléments de langage pour noyer le poisson. Et je parle dans des choses très simples. Tu es où tu es et je suis là où je suis. Tes paupières sont lourdes, très lourdes. Et tu sens que le sommeil profond de l'agneau te tombe dessus. Je vais te parler dans ton langage.
Si, à partir du moment où quelqu'un est accusé, n'est pas jugé, il devient, en quelque sorte, la victime d'un jugement de rue ou de réseaux sociaux. Parce qu'il y a une émotion, et je peux comprendre cette émotion parce que je partage la cause. Alors s'impose le choix politique démocratique de dire celui-ci ou celle-là ne peut pas avoir de responsabilité politique. Bah, il part toujours dans des blablas avec sa présomption d'innocence. Oui, la présomption d'innocence existe, mais là on parle du poste de numéro 2 dans le gouvernement, le chef de la police qui va enquêter sur son affaire. C'est comme si Rothschild prenait la tête de notre pays. On serait sûr que les lois seraient toujours en faveur des très très riches. Bah ouais, il a bossé où avant Macron? Chez les Rothschild? Ah merde. Et Pompidou, celui qui a obligé la France à emprunter sur les marchés financiers et de payer des intérêts qui ont créé notre dette, alors qu'auparavant on créait notre propre monnaie sans intérêt. Donc il travaillait où ce gars? Chez les Rothschild aussi? Ah merde! C'est marrant ça, la coïncidence. Allez, parlons tout de suite de la seconde vague de la peur, ça va surfer. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des pays où ça repart très fort. Les États-Unis d'Amérique, par exemple. Il y a, dans beaucoup de pays voisins, des indices d'une remontée. Et nous-mêmes, nous avons ce fameux indicateur que nous suivons, le R effectif, qui est en train de augmenter, qui est passé un peu au-dessus de 1. Ce qui veut dire qu'une personne qui a le virus transmet au moins à une personne le virus. Bon. En plus de ça, des chauves-souris mutants sont arrivés en jet ski au sommet du Mont Blanc et ils menacent de faire s'écrouler une avalanche remplie de pistes de chats sur la France. Donc là, c'est chaud patate. En plus, t'as eu l'arrêt de la production de Münster, définitif pendant cette crise, qui a empêché les morts vivants de ressortir du coffre des Rothschild. T'imagines le truc de ouf? En plus, une colonie de nuages armés jusqu'aux dents qui viennent pour violer des rhinocéros à poils longs du zoo de Vincennes. Là, je vous dis, la situation est grave, très grave, extrêmement grave, terrible. En plus, Brigitte vient de lâcher une caisse. Une énorme caisse purulente. Et là, je vais te dire, mettez vos masques en urgence. Il faut rendre les masques obligatoires au moins jusqu'à l'arrivée des vaccins. Donc nous avons des signes que ça repart quand même un peu. Face à cela, nous devons prévenir et nous préparer. Prévenir, qu'est-ce que c'est? Nous avons appris pendant cette période. Et nous avons appris comment se transmettait ce virus. Mieux qu'au début. La meilleure prévention, ce sont ce qu'on appelle les gestes barrières contre le virus. Les masques, se tenir à distance et le gel. Voilà donc exactement le contraire de ça. Ou alors de ceci. Ou alors d'arracher discrètement un loup qui changeait de liane. 25% du temps de l'ensemble du gouvernement. Ou alors des pseudo-gestes amicaux de politiciens. Mais que pense le général Macron de tout ça? Ou certains de vos ministres qui se sont fait des bises sans masque lors de la passation de pouvoir. C'était les émotions de passation de pouvoir. Le Premier ministre leur a dit, et vous avez constaté qu'après les règles ont été strictement observées. Non, non, on n'a pas vu ça. Alors bon, quand même, j'admets que l'émotion de la passation de pouvoir se comprend quand ils vont toucher des salaires de malades, manger comme des rois aux frais des gueux, voitures de fonction, personnel à disposition, retraite de malades après différents remaniements, car oui, plus ils enchaînent de nouveaux postes de ministres et plus leurs retraites vont augmenter. C'est pour ça qu'ils nous font des remaniements à base de chaises musicales. Ah, tu croyais que c'est parce qu'ils seraient plus efficaces dans un autre ministère? Bah non, c'est juste pour se faire plus de fric à la retraite sur notre dos. Je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. On le fait dans les transports, ça marche très bien, mais c'est un peu erratique dans les lieux publics clos. Les protocoles, par exemple, le restaurant fonctionne très bien, doivent être respectés. Mais dans les magasins, etc. Ça veut dire qu'il faut que les choses s'organisent. On ne va pas le faire du jour au lendemain, mais je recommande à tous nos concitoyens qui nous écoutent de porter le masque au maximum quand ils sont dehors et a fortiori quand ils sont dans un lieu clos. Et oui, mes chers concitoyens, l'épidémie est terminée, mais nous vous recommandons de penser qu'elle ne l'est pas. Pensez que le virus est toujours présent massivement dans les campagnes, dans les transports en commun, dans les rues de ville. Prenez un masque maintenant. Pendant la crise, c'était absolument inutile, voire dangereux. Maintenant que la crise se termine, c'est obligatoire pour votre santé. Nous, au gouvernement et sur les plateaux télé, on n'en a pas besoin. C'est parce que le professeur Gilbert Deray, spécialiste des reins et des plateaux télé, a sorti récemment une étude disant que tous les politiciens et les journalistes de plateau n'en ont pas besoin, ils sont tous immunisés. Le virus sournois ne s'attaque maintenant qu'aux gueux qui y croient, comme au retour de la dignité de Macron. Ce que j'ai demandé au gouvernement, c'est d'ouvrir. On a largement la capacité. On a la capacité de les faire, on a la capacité des principes et des réactifs pour les déployer. Simplement, ce qu'on va encourager,
c'est de permettre à toute personne sans prescription médicale, même quand elle n'a pas de symptômes, si elle a un doute, une crainte, de pouvoir aller se faire tester. Parce que c'est une bonne manière ensuite, une fois qu'on est testé, d'être isolé et de réduire la diffusion. Bah oui, maintenant on teste tous les gens quand l'épidémie se termine. Au départ, c'était pas important du tout, ils visaient l'immunité Koh-Lanta, mais maintenant c'est super important. Vraiment grave, important, trop important. T'imagines même pas à quel point. Et c'est surtout un très bon moyen maintenant de faire gagner encore beaucoup de pognon au laboratoire. Et dire que c'est gratuit, bah c'est faux. Qui paye? Bah c'est l'État. Et l'État c'est qui? Bah c'est nos impôts. La crise est en train de s'éteindre sur toute l'Europe. Il suffit juste de voir les statistiques sur Worldometers. Je vous ai mis le lien dans les sources. Mais les actionnaires veulent toujours plus de pognon. Alors masque obligatoire pour tout le monde. Les tests fortement recommandés. Allez, allez les moutons, il faut tous y croire ensemble. Les vaccins au mercure arrivent pour bientôt. Bé. Monsieur le Président, si vous étiez testé positif au coronavirus, si vous aviez des symptômes, est-ce que vous prendriez de la chloroquine? Non. 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 Vous l'avez dit au professeur Raoult quand vous Non, l'avez vu non, parce que d'abord, je ne... Alors... Vous l'avez dit que vous ne croyiez pas à sa méthode? Il se trouve que sur des pathologies que j'ai parfois, autre chose, il m'arrive de m'automédiquer. Parce que si mon épouse m'entend, j'allais dire je ne m'automédique pas, elle vous dirait que j'ai menti. Eh oui, mais t'inquiète pas, ça serait pas ton premier mensonge. Là, on sait tous que t'as bien bossé le sujet. Franchement, t'es le master chef de la contre-vérité. Et pour l'automédication, on savait tous, mais là, tu confirmes. Alors, la poudre de perlimpinpin, c'est toujours Benalla qui te la ramène par derrière. Et pour la chloroquine, juste une petite question. Pourquoi l'hôpital où a retravaillé Bousin pendant la crise, l'hôpital militaire de Clamart, pourquoi cet hôpital a utilisé la chloroquine pour soigner les patients atteints au coronavirus? Tu me crois pas? Bah, regarde dans les sources de cette vidéo. C'est le producteur de cinéma Raymond Blumenthal qui a lâché le morceau. Son coronavirus fut soigné là-bas à la chloroquine. Allez, on passe tout de suite à une autre masturbation intellectuelle de notre cher dictateur. Nous avons décidé à un niveau qu'aucun autre pays au monde n'a décidé. Je le dis parce qu'on peut être fier de la France, parfois. Et en l'espèce, je crois qu'on le doit. Nous avons accompagné les salariés avec un dispositif de chômage partiel qui n'a pas d'équivalent. Qui est le plus généreux en Europe. Qui est le plus généreux en Europe. L'Europe est le continent le plus protecteur au monde. Et le plus coûteux en Europe également. C'est vrai, c'est le plus coûteux, mais pourquoi? Parce qu'on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de licenciement à cause du Covid dans cette période. Bah ouais, mais le mieux quand même, ça aurait été de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mort du Covid, de fournir des masques à tout le monde dès le début. Au pire, ça n'aurait rien fait aux gens. Au mieux, ça les aurait sauvés. Pareil pour les tests, les respirateurs, les hôpitaux privés, fermer les frontières, mais au lieu de ça, le gars se lance des fleurs sur les 500 milliards de nos sous qu'il a donnés à la suite de ça. Alors que le gars, il paye même pas d'impôts. C'est 20 milliards d'euros donnés aux entreprises du CAC 40 qui font des dividendes records, donnés aux actionnaires en plus des 40 milliards du CICE. C'est vraiment de l'imposture. Monsieur le Président, quand on voit dans certaines entreprises comme de Richebourg, filiale d'Airbus, on demande aux salariés de baisser de 20% leur salaire pour pouvoir les garder. Vous, si vous étiez salarié, si votre patron venait vous dire soit vous baissez votre salaire de 20%, soit je ne peux pas vous garder, vous feriez quoi? Vous acceptez le deal ou vous dites que c'est du chantage inacceptable? D'abord, ça ne doit pas être du chantage, ça doit être le dialogue social. Oui, du dialogue social. Alors mes amis ouvriers, asseyons-nous tous ensemble autour d'une table. J'ai acheté du pâté et des cacahuètes. Alors tous ensemble, nous allons ouvrir un grand dialogue social. Vous prendrez un peu de tank chimique avec votre pâté à la farine. Donc oui, la crise blablabla est passée par ici et repassera certainement par là. Nous avons donc des problèmes pour payer les dividendes de nos actionnaires. Vous voulez un peu de maïs transgénique? Donc les temps sont durs. Nous devons donc réagir ensemble avec ce dialogue social. Voilà, donc j'ai plusieurs propositions à vous proposer. Proposition numéro 1, on baisse vos salaires de 20% ou alors on vous vire. Proposition numéro 2, bah il y en a pas. Donc vous choisissez quoi alors? Alors restez bien avec nous pour la dernière séquence, vous allez voir que le boucher Macron fait du dialogue social. Attention, âme sensible, s'abstenir, ça va trancher. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue. Car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, j'ai ouvert une cagnotte Tipeee et une autre sur PayPal pour tous ceux qui pourraient m'aider à rester indépendant. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Et toi Macron, t'en penses quoi de ce dialogue social? Il a une valeur inouïe parce qu'il permet de mettre les gens autour d'une table. Et quand on se parle, pour dire les choses, pour partager ses contraintes, aucun patron ne veut que ses salariés travaillent moins. Aucun. Et, je veux dire, ils partagent le même risque. Le patron prend souvent même plus de risques. Et un patron, il veut plutôt embaucher davantage et avoir plus d'activités. Mais parfois, on ne sait pas assez se mettre autour de la table. Ça a été mon défaut aussi. Et donc là, ça n'existe, ce dispositif, qu'en mettant autour de la table que par du dialogue social. Ouais, en gros, tu parles, mais tu dis rien. C'est genre... Écoute, maman est près de toi, il faut lui dire maman. Tu vas te faire virer. En substance, l'employeur va faire un pseudo-dialogue social pour faire pleurer dans les chaumières.
Actionnaires, nous ne pouvons pas les laisser sans argent. Ils ont des châteaux à entretenir, des assurances à payer pour leur jet privé qui coûtent une fortune. Que voulons-nous vraiment? Les actionnaires pour qu'ils deviennent des dieux? Non, non et non. Cela les rendrait très tristes de devenir des dieux. Ils seraient déprimés. Alors nous devons tous cotiser ensemble pour leur laisser leurs privilèges. C'est notre devoir et je refuse que vous pensiez autrement. L'ISF, nous n'avons pas supprimé l'ISF. Nous avons transformé l'ISF en impôt sur la fortune immobilière, conformément à mon engagement. C'est-à-dire que nous avons supprimé l'impôt sur le capital qui est réinvesti dans les entreprises et l'action. Et ce faisant, vous vous privez de 3 milliards de recettes fiscales chaque année. Regardez les chiffres et vérifiez. Ils sont beaucoup moins importants. Pourquoi? Parce qu'on fait revenir des gens qui du coup font réinvestir. Oui, donc en gros, l'ISF est maintenant uniquement sur la fortune immobilière que tu payes seulement si ta maison vaut plus de 1 300 000 €. Là, tu te dis, ça fait une belle maison quand même. Je veux dire, au moins, t'as la piscine dans ta maison. Et là, tu dis, ouais, mais quand même, il y en a plein, ils possèdent plein d'immeubles qu'ils mettent à la location. Donc, ils payent aussi l'impôt sur la fortune immobilière. Eh ben non. C'est là que t'as une astuce. Tu crées une SCI, une société civile immobilière. Tu achètes le bien avec. Donc, du coup, le bien, il t'appartient plus. Il appartient à la société et tu ne payes que 16% d'imposition sur les bénéfices. Donc l'arnaque, elle est belle. Enfin, il dit qu'il a supprimé l'ISF sur ce qui est réinvesti dans le capital et les actions, en nous faisant croire que l'ensemble booste notre économie, alors que c'est faux. La plupart des transactions sont faites à l'heure actuelle sur le marché secondaire de la bourse, qui est le marché de l'occasion, c'est-à-dire qu'ils se vendent et se revendent et s'achètent et se rachètent des actifs financiers déjà existants. Cet argent ne profite absolument en rien à notre économie, donc la suppression de l'ISF est totalement injustifiée. Ça ne profite qu'aux riches. Il y a une option qui est possible, c'est à la main du gouvernement, qui serait de décaler un peu pour les plus fortunés d'entre nous, la suppression de la taxe d'habitation, ce qui est peut-être en période de crise quelque chose de légitime. Et j'entends ce que vous dites, moi je partage ça aussi. L'esprit de justice, sans envoyer un signal désastreux, pourrait être de dire ceux qui payent aujourd'hui la taxe d'habitation pour laquelle elle n'avait pas encore baissé, on peut peut-être prendre un peu plus d'années pour le faire, parce qu'on est à un moment exceptionnel, parce que c'est assez légitime, et que c'est au fond du bon sens. Voilà, alors ça c'est du bon sens pour lui. D'un côté, il voudrait baisser la taxe d'habitation pour les plus riches. Donc ceux qui ont un revenu supérieur à 27 706 € par année, soit 2 300 € par mois. Donc là, on se rend compte qu'il parle en fait des classes moyennes. Et que pour les plus riches, eux, ils s'en foutent royalement de la taxe d'habitation. C'est genre un pourboire. Même s'ils te sortent 20 000 € par an pour un château, c'est ridicule quand ils économisent des millions d'euros par année avec l'ISF que Macron a supprimé. Donc encore une fois, ce président des riches essaye de faire le justifié des foires en nous prenant pour des demeurés. Mes amis les gueux, soyons fiers d'être des gueux et montrons-leur qu'ensemble, nous allons changer notre histoire. Les moutons doivent s'unir pour chasser les loups de notre bergerie. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.